Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Et bon, eux aussi sont fidèles. Bonsoir, mes camarades. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le coup d'éclat du Premier ministre canadien. La semaine dernière, au Forum économique mondial de Davos, Mark Carney a plaidé avec force pour la création d'une troisième voie face à un Donald Trump impérialiste et toujours plus imprévisible. Les puissances moyennes comme le Canada ne sont pas impuissants. Ils possèdent la capacité de construire une nouvelle ordre qui intègre nos valeurs. Alors à propos de puissance, le Canada peut-il coaliser autour de lui les puissances mondiales moyennes? Celle-ci, à commencer par la France, pourrait-elle se soustraire à leur dépendance numérique, militaire, économique envers les États-Unis? Ce sera l'objet de notre débat ce soir, avant qu'on vous retrouve en fin d'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Direction la Chine, Elisabeth, où une purge de l'armée a lieu actuellement. Des hauts dignitaires militaires, des généraux, pourtant proches du pouvoir, ont été limogés. Et on sent que Xi Jinping veut reprendre les choses en main. C'est l'occasion de se plonger plusieurs siècles avant notre ère à la rencontre d'un général déchu. Et non corrompu, on verra. Et vous, Marie? Je vous emmène pas loin, au Népal, à Katmandou, où le maire, qui est un ancien rappeur, essaye de convaincre la jeunesse en colère qu'il est l'homme du changement. À tout à l'heure. Et pour commencer, joie immense de recevoir la chanteuse Catherine Ringer, diva goguenarde, pétroleuse souveraine d'Erita Mitsuko pendant 28 ans. Catherine Ringer célèbre l'érotisme de vivre dans son nouveau spectacle, un programme poétique, un hommage musical et sensible à son amie la poétesse Alice Mendelssohn. Catherine Ringer, jamais rangée des voitures, tout de suite. Catherine Ringer, qui faisait le décompte après le générique et même avant le générique. Bonsoir. Je vous le refasse. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Ça, c'est comme ce qu'on dit à la NASA. Bonsoir, Catherine Ringer. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Agréable Benjamin de vous voir en vrai. Bonsoir. De même. Et oui, car vous les contemplez derrière l'écran glacé certains soirs, j'en suis sûre. Catherine Ringer, on est content de vous recevoir à l'occasion de la parution chez Point Poésie, collection dirigée par Anna Mabankou, de l'érotisme de vivre, une sélection de poèmes de votre amie, l'époustouflante Alice au pays des merveilles, donc Alice Mendelssohn. Alors vous, il paraît que vous vouliez être poète quand vous étiez petite, vous vouliez pas être marchande, vous vouliez pas être astronaute, vous vouliez être poétesse. Vous l'êtes devenue avec sa langue dans votre bouche, quoi. Voilà, oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça chic, après avoir voulu être maîtresse d'école pendant un bon moment, comme toutes mes copines, puisque je suis d'une époque où on n'était pas mixte à l'école. Et voilà, puis après, une fois, il y a une fille qui est passée qui a dit « Moi, je voudrais être actrice ». Je dis « Ah, c'est élégant ». Et donc, finalement, j'ai dit « Allez, moi, poète ». Et j'aimais bien écrire des petites poésie. Ouais. Eh bien, maintenant, vous les chantez ou vous les déclamez sur scène et on va expliquer après comment et pourquoi. Mais d'abord, votre profil. À vous deux, Alice et vous, Catherine, par Gaël Legras. Catherine Ringer, vous interprétez sur scène les poèmes d'Alice Mendelssohn et vous avez choisi les textes du recueil L'érotisme de vivre. Alice Mendelssohn sublimait le plaisir sexuel, la joie, la sensualité. Alors comment ne jamais bâcler de vivre comme elle l'écrivait? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Alice Mendelssohn, née en 1925 à Lons-la-Ville en Meurthe-et-Moselle. Professeure de lettres modernes après la Seconde Guerre mondiale, elle rencontre votre père, Sam, en 1982 lors d'un vernissage. Plus tard, Alice écrira à propos de Sam Ringer, mort en 1986. Il fut mon grand ami, de paroles, de silence, de tendresse infinie. Après la retraite, Alice Mendelssohn devient conteuse. Imaginez dans les tombes, imaginez dans les tombes des arbres et des vers. Ils décidèrent de se plaindre auprès du grand Dieu. En 1995, vous vous liez aussi d'amitié avec elle. Alice Mendelssohn cultivait le plaisir de vivre. Dans l'un de ses poèmes, elle écrit « Tu mords dans ce jour avec moi, dans la pulpe et l'écorce, le jus de la joie. » Comment rendre ce qui m'est donné là? Ça, c'est une de mes lignes de conduite tout le temps. Et ça peut être aussi bien pour vieillir que pour la joie de voir, que pour la joie d'écrire. Comment rendre? Dans ses textes, elle exprimait également sa soif d'amour. Est-ce qu'à 74 ans, vous pouvez encore être attiré par un homme? Ah bah tout le temps. Du matin au soir. J'ai très régulièrement
des flashs qui me reviennent. Alors, il y a de fortes histoires d'amour, très, très fortement sexuées, par exemple. Sur scène, vous reprenez notamment l'un de ses poèmes intitulé « Si tu veux que je sois belle ». Si tes doigts bavards chuchotent partout ce qu'ils ont entendu, mes joues seront violentes et mes yeux irradiés. Alice Mendelssohn est morte le 4 janvier 2025. Le lendemain, vous avez écrit « Sa joie de vivre, son sourire lumineux, son espièglerie ne seront pas oubliés ». Et Catherine Ringer cherche un poème d'Alice Bah oui, parce que je voulais vous dire si tu veux que je sois belle, mais comme il est déjà là, je peux vous en dire un autre. Gaël Legras, Catherine Ringer, vous êtes en osmose, les grands esprits se rencontrent donc. Vous en cherchez un, Catherine? Ouais, ouais. Oui. Bon, alors, est-ce que vous en voulez un peu hot? S'il vous plaît. Alors, Un peu chaud, voilà, un peu pour érotique, traduire. puisqu'il s'agit de l'érotisme de vivre. allons-y gaiement. D'accord, alors je vais vous lire L'homme léchable. Voilà. Nous l'aimons. À l'homme léchable qui fut et sera passé au tamis de la langue. Au plus tonitruant, transparent, au plus secret, j'aimerais t'immerger. Que ma langue soit sur toi, en toi, où se peut. Se fasse pulsion de ton sang, étui de ta peau sur ton règne de viscères mémorantes. Que ma langue te remette tout entier au présent et qu'elle, artisane, te glisse au creux de mes mains où je puisse te boire, plus dur, plus fluent, mouvant, démuré. Jupiter sur un trône oscillant de sueur, de salive et de sperme, animal nouveau-né, prêt à mordre, à fuir, à traquer et à céder sous le poids d'une langue sculpteuse, treilleuse, accordeuse du bien, tout prenant d'être encore bien né et vivant. Vous jubilez comme interprète de ces poèmes. Oui. Non, ça oui. se sent. Oui, Oui. j'aime bien. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, Non. sont des trucs Ils ne sont pas tous aussi charnus, dirons-nous. Voilà, il y en a des plus... Catherine qui parlent Ringer, d'autres. Oui, pardon. elle avait une phrase qui vous a frappé. Elle disait, pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie. Vous partagez ça aussi avec Alice Mendelssohn, qui n'est plus, qui est morte en 2025 à 100 ans, mais qui se voulait... enfin, son histoire est extraordinaire. Son père est mort à Auschwitz, elle a échappé banal. à une rafle. Oui, c'est banal, oui. Elle a échappé à une rafle et elle disait « Je veux exalter la vie pour ceux qui ne l'ont plus, pour ceux qui l'ont perdue ». C'est vrai. Mais vous partagez avec elle cette envie de célébrer La l'espérance et joie, de célébrer la vie, d'être présente. La joie, mais pas que la joie. Moi, j'aime bien aussi célébrer la mauvaise humeur, la colère, l'esprit de contradiction. On n'est pas pareil, quoi, mais il est bien votre film, là. C'est émouvant, Oui. ouais. Mais elle a écrit jusqu'à la fin de sa vie, ça l'a jamais quitté. Elle a vraiment jamais bâclé de vivre, comme elle dit. C'est Elle a vrai, écrit des poèmes. ça c'est un exemple de ce qu'on cherche souvent, d'être présent, d'être là. Elle était comme ça, ouais. Vous la rapprochez de Jacques Prévert. Vous dites avec des mots simples, la tendresse, la crudité. Ça me fait penser à des quelques vers de Jacques Prévert qui écrivait « Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous ». Il y avait cette urgence Oui, voilà. de vivre chez Alice Mendelssohn, votre amie, votre héroïne et l'amie de votre père. Il y avait une urgence à vivre. Oui, oui, sûrement, oui. Vous l'avez bien dit, je ne vais pas le redire. Oui, ne nous répétons pas, en somme, Catherine Ringer. C'est ça. Vous voulez relire Kathleen Je d'elle? voulais vous chanter, parce que sur le spectacle, on chante et on lit. Mais ça s'appelle Raccourci. Chantez. La revoilà, ma joie, elle me reprend, c'est mon ange, je lui ouvre les bras. Ensemble tous les trois, ma joie, mon ange et moi. Nous avançons,
Vous voyez, là, c'est Ouais. un poème qui date de 2018, donc elle était déjà bien avancée. Justement, Elle était en déjà âge. bien avant. Alors justement, on va parler d'âge avec vous Ouais. et avec Anna. Évoquer notre espérance de vie à nous les femmes et à nous les hommes en bonne Les humains, santé. quoi. Les humains, les Français en tout cas. Cette espérance de vie a augmenté, vous allez Ah, voir. Oui, 2 ans. Nous, les Français, hommes comme femmes, avons gagné près de 2 ans d'espérance de vie en bonne santé par rapport à l'année 2008. C'est en tout cas ce que nous apprend la dernière étude de la DRES. Par contre, ceux qui sont ni hommes ni femmes, ou là, Eux, On va en parler après. On ne sait pas. Ouais. Très concrètement, Il faut en donc, parler. bien sûr, à partir de 65 ans, nous, les femmes, Oui. pouvons vivre en bonne santé pendant encore 11,8 ans, ce qui nous amène à peu près à 77 ans. Quant aux hommes, eux, c'est plutôt 10 ans et demi de plus, qui les amène à 75 ans et demi. Alors, ce gain de temps, il s'explique par plusieurs facteurs. La première chose, c'est que les maladies chroniques apparaissent beaucoup plus tardivement qu'il y a 18 ans. Elles sont mieux prises en charge plus rapidement. Et d'autre part, l'adaptabilité des logements et des transports a permis de réduire les causes d'invalidité. Alors, si on peut vivre plus longtemps et en bonne santé, vous, Catherine Ringer, comment vous voulez vieillir? Dans la joie, dans la sensualité ou Oui, je suis contente déjà de vieillir bien. En fait, on a tous peur, c'est d'avoir mal, d'être tout rabougri, ou voilà. Et sinon, voilà, tant mieux que la vie est une fin aussi. Dites, il y a la vie des vivants, enfin des sapiens, des hommes et des femmes, et il y a la vie du vivant non humain. Je crois qu'en 2018, vous avez fait une action dans une forêt, la forêt de Romainville, pour vous opposer à l'abattage d'arbres que vous trouviez somptueux, superbes. Et vous avez gagné un procès, non? Vous avez intenté le département, non? Il n'y a pas eu... Ouais, non, en fait, on était tous à se dire que c'était dommage de couper des arbres vu qu'il y a la canicule et que donc j'ai participé à cette Une petite action de mouvement, désobéissance civile. Ça a titillé une fibre écologiste, panthéiste, oui, chez vous? panthéiste plutôt, oui. Oui. Ouais, voilà. Oui. Le dernier Qu'est-ce que mot... ça veut dire panthéiste? Faut peut-être le dire aux gens. Vous savez ce que ça veut dire panthéiste? Aimer, alors le dieu Pan. Ah, Alors, c'est moi, je célébrer savais le pas, dieu c'est pour Pan, ça. le dieu, voilà, le dieu Pan, le dieu qui célébrait tout ce qui était vivant. Voilà, sur la terre. c'est-à-dire de sortir des religions du livre avec l'idée qu'il y a un Dieu qui a fait des humains avec à qui on donne la terre comme grand jardin. Et pour la dominer. Nous ne voulons pas la dominer. c'est ce qu'on a fait. On peut dire qu'on a réussi. Ceux qui croient dans cette religion, ces trois religions-là, ils sont contents. Croissez et multipliez et faites de la terre votre jardin, enlevez les mauvaises herbes, les animaux qui vous dérangent. Tout. On a bien réussi. L'humour noir de Catherine Ringer. Le dernier mot du dernier poème écrit par votre amie Alice Mendelssohn, je pense qu'elle avait 98 ans et demi, c'est « Espérer ». Elle avait 99 ans. « Comblée que je suis d'avoir existé, de vivre, d'espérer ». 99 Ça s'appelle ans. déjà, ouais. Déjà Oui, ça passé, s'appelle déjà futur. C'est un modèle. Déjà de vie. heureux, déjà plein d'espoir, déjà plein de mots. Combien de déjà dans une vie? Déjà vivre et respirer, déjà sentir et palpiter. Et espérer. Merci Catherine Ringer. Merci à vous. Alors il y a ce livre que vous avez préfacé, L'érotisme de vivre. Et un autre livre où on raconte son histoire de pendant la guerre, écrit avec Laurent Joly, qui était Historien, publié, spécialiste, spécialiste de la de Deuxième cette Guerre mondiale, période, notamment. de cette Oui. guerre-là, Oui. de 39-45, chez Grasset. Chez Grasset. Et chez aussi Talandier en Oui, et en puis, poche. et puis il y a vous sur scène, pardonnez-moi, à l'Homme, Ah oui. ce vendredi, c'est dans le Nord, près de Lille. Le 31, à Deauville, dans le Calvados. Et le 17 février, au au Théâtre Havre. de la Ville. Non, pas du tout. Et au au Théâtre de la Havre. Ville. Et au Havre C'est aussi. pas plein au Havre, si jamais vous avez envie de... Tout ce que vous voulez, Voilà. venez la voir. Elle s'appelle Catherine Ringer. Bon, elle est unique. Merci encore. On passe à notre débat, non pas sur Alice Mendelssohn ni sur le panthéisme, mais sur l'avenir des puissances moyennes. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, entre autres. Les herbivores confrontés aux carnivores, les États-Unis et la Chine. Pour filer la métaphore, les puissances moyennes doivent-elles se regrouper autour du Canada, qui résiste à Donald Trump, comme l'a récemment suggéré le Premier ministre canadien, s'émanciper des États-Unis sur les plans économiques, militaires ou numérique. Est-ce possible? Est-ce une chimère? Y a-t-il une troisième voie? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une assistance debout, une longue ovation. Image rare au Forum économique de Davos.
Le Premier ministre canadien y a fait mouche la semaine dernière en appelant, sans le citer, à faire bloc contre Donald Trump. Les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si nous ne sommes pas assis à table, nous sommes au menu. Les puissances moyennes ont le choix. Se faire concurrence pour obtenir les faveurs des grands ou s'allier pour construire une troisième voie percutante. Une déclaration de rupture avec Donald Trump, largement commentée par les médias canadiens. Est-ce qu'il ne va pas passer sa rage comme un enfant qui a des problèmes de dents, qui doit mordre sur quelque chose, sur nous? Mark Carney a fait un pas qui peut l'amener sur une pente très glissante. C'est un peu un coup de dé qu'il a fait. Un affront pour Donald Trump qui joue les parrains et menace le Canada de nouveaux droits de douane. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Une riposte accompagnée de photos postées sur le réseau social du président américain. Générées par IA, elles mettent en scène des dirigeants européens dans le bureau ovale, devant une carte où le drapeau américain recouvre les États-Unis, mais aussi le Canada, le Groenland et le Venezuela. C'est précisément pour contrer cette folie des grandeurs que Mark Carney prône des alliances pragmatiques et des accords commerciaux à la barbe des États-Unis, à l'image de l'accord que l'Inde et l'Union européenne viennent de conclure. À l'heure où l'ordre mondial est en pleine mutation, l'Union européenne et l'Inde se positionnent comme des partenaires stratégiques et fiables. Alors faut-il multiplier ce type d'accord? Les puissances moyennes peuvent-elles s'allier pour contrer les États-Unis, mais aussi la Chine et la Russie? Le Canada est-il, comme l'assure Mark Carney, un phare dans un monde à la dérive? Nos trois invités, Frédéric Arnould, bonsoir, vous êtes correspondant en Europe de Radio-Canada. Dernier essai, c'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé. Selon vous, Mark Carney, le Premier ministre canadien qu'on vient de voir, donc se positionne courageusement face à un leader brutal. Il peut donner des idées à d'autres pays et tracer la voie en osant faire face à son partenaire principal, qui est toujours les États-Unis. À côté de vous, Nathalie Joiseau, bonsoir. Bonsoir. Députée européenne, Renew et ancienne ministre des Affaires européennes. Selon vous, nous sommes dans un monde où le multilatéralisme est malade et c'est une évidence que les puissances moyennes doivent dialoguer. Il va falloir décider à quoi ressemblera le dialogue alors que le monde est devenu transactionnel. Et à côté de vous, Florian Louis, bonsoir. Bonsoir. Historien des relations internationales, vous êtes membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Votre dernier essai, c'est 1904, Genèse du XXe siècle. Et vous considérez que le Canada est en train d'essayer de sauver ce qui reste d'une relation transatlantique en immense difficulté. Mais vous ajoutez, Mark Carney est avant tout un pragmatique. Il est prêt à nouer des partenariats avec des pays comme la Chine, voire même d'autres pays dont on peut discuter leur relation aux droits humains. On y reviendra et on démarre, Benjamin, avec le penseur du jour. Et on remonte loin, Thucydide, l'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, cité à Davos donc par le Premier ministre canadien pour fustiger la volonté hégémonique de Donald Trump en reprenant ces mots. Regardez, les forts agissent selon leur volonté et les faibles en subissent les conséquences. Thucydide visait alors Athènes qui, après avoir protégé la Grèce, considérait que toutes les cités grecques lui devaient allégeance. Voilà pour la référence historique. Une citation de Carney qui vise donc, sans le citer, Donald Trump. Et Florian Louis, en quoi est-ce une rupture du coup de la part du Canada? Qu'est-ce que vous entendez dans ces mots, vous? Bon, de fait, c'est une rupture, puisqu'évidemment, le Canada est un pays non seulement proche géographiquement des États-Unis, mais proche stratégiquement et historiquement, même si les relations n'ont pas toujours été apaisées. Il faut rappeler qu'en 1812, les États-Unis avaient avaient fait la guerre au Canada pour essayer, qui était britannique à l'époque, de se l'annexer, qu'ils avaient finalement perdu. Donc il y a déjà eu, bien sûr, des tensions et des fortes tensions, mais depuis globalement 2 siècles, il y avait plutôt un partenariat main dans la main avec l'idée qu'il y avait une forme de communauté de destin et même très largement de civilisation. Donc de fait, il y a là un divorce qui est au moins aussi important que celui qu'on voit actuellement s'opérer aussi dans l'Atlantique entre les Européens de l'Ouest et les États-Unis. De mémoire, Frédéric Arnould, vous n'avez jamais vu un tel éloignement entre les 2 pays pour vous? Ah ben non, c'est clair, je veux dire, le point de rupture est là et c'est quand même assez courageux que Mark Carney le fasse parce que ça reste quand même le principal partenaire économique. Il y a plus de 3,5 millions de barils de pétrole chaque jour qui passent du Canada vers les États-Unis. C'est quand même assez majeur et donc le fait qu'il ait été assez courageux de verbaliser en fait cette espèce de rupture et de le dire dans un phrasé très particulier, il faut le faire. Alors évidemment
il se prétend un petit peu être un phare dans l'obscurité, peut-être, mais je pense qu'il donne des idées peut-être à d'autres pays qui se disent finalement peut-être qu'on pourrait y aller de façon asymétrique et essayer de naviguer entre ces superpuissances qui nous mangent un peu tout sur le dos, alors que là il y a peut-être d'autres avenues. Donc je pense que ça peut être inspirationnel, on va dire. Nathalie Loiseau, à propos de ceux qui mangent et ceux qui sont mangés, on se souvient d'une métaphore qu'Emmanuel Macron en 2024 avait empruntée à un social-démocrate allemand. Il y a le monde des herbivores et puis il y a le monde des carnivores et on va se faire manger par les carnivores. Nous, les herbivores, c'est les Européens. Alors, ça a été longtemps les Européens, mais ce qui s'est passé à Davos, c'est l'excellent discours de Mark Carney. Excellent, je l'ai relu plusieurs fois, je l'ai fait lire à plein de gens, mais c'est un discours. Et je me méfie de notre passion française pour les discours. Vous vous souvenez, Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU, qui déjà contre les États-Unis. On adore ça. L'Union européenne, c'est pas un discours, c'est un truc souvent trop lent, souvent un peu ennuyeux, mais qui, la semaine dernière, à Davos, a compris qu'on avait changé d'époque, pas de notre fait, pas du fait du Canada non plus, du fait du voisin mais du fait du voisin d'en face qui déteste tout le monde et n'aime les gens que bien cuits comme un carnivore. À partir de là, l'Union européenne a su, sur un ton qui est le sien, c'est-à-dire un peu moyen, toujours avec cette tonalité un peu grisâtre. C'est pour ça qu'il a mis les mots, McCartney. Il a peut-être un petit peu mis du carburant dans le moteur. L'Union européenne n'a pas fait autre chose. C'est-à-dire que nous, modestes parlementaires européens, avons dit l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis qu'on devait ratifier, non, on va attendre. On va attendre qu'il arrête de faire n'importe quoi avec le Groenland. On a parlé de cet instrument anti-coercition qui avait été plutôt créé contre la Chine, mais après tout, quand on regardait ce que c'était que la définition d'une coercition, Donald Trump correspondait parfaitement à la définition. On a dit on pourrait s'en servir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le carnivore ultime, avec Poutine, Donald Trump, s'est dégonflé. Vous connaissez l'acronyme TACO, Trump Always Chickens Out. Trump se dégonfle toujours. Il a reculé. Il a reculé parce qu'il y a eu les mots de Mark Carney, ceux d'Emmanuel Macron aussi, il faut reconnaître. Il n'y avait pas qu'une paire de lunettes, il y avait des mots derrière. Et puis il y a eu l'action un peu moins spectaculaire, mais assez déterminée d'Européens qui ont compris que l'époque avait changé. C'était pas juste Zeitenwende, c'était... C'était pas juste quoi? Zeitenwende, l'expression qui avait été utilisée par... C'est de l'allemand, c'était Olaf Scholz nous avait dit c'est un changement d'époque. D'accord. Il avait dit puis il n'avait rien fait. Bon, alors on va y revenir, mais puisqu'on évoque un discours et un impact et presque un discours historique, regardez notre archive. Certains comparent déjà le discours qui a eu lieu donc au Forum économique mondial de Davos de Mark Carney à celui de Winston Churchill qui avait évoqué le rideau de fer et l'influence soviétique. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est en 1946. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Florian Louis, cette fois, Carney, lui, il vise l'emprise des États-Unis, ou la volonté d'emprise des États-Unis sur l'Occident, et en particulier l'Europe. C'est en écho à cela? Oui, je ne sais pas si il avait en écho cela, et seul l'avenir pourra dire si son discours aura une telle ampleur. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il pointe un divorce qui est en cours, et il essaie de proposer une alternative. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme en disant les choses vont mal. Il dit OK, les choses vont mal, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour des pays comme nous, le Canada, qu'il qualifie de puissance moyenne, et pour les puissances moyennes de manière générale, sans forcément qu'il précise qui il met derrière cette étiquette. Et je pense que ça, c'est important pour nous dans la discussion qu'on a aujourd'hui, parce que je pense qu'un des pièges dans ce discours pour nous, Européens, ce serait de se laisser entendre que nous, en tant qu'Européens, serions une puissance moyenne. Je pense qu'effectivement, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, pris isolément, sont des puissances moyennes. Vous voulez dire qu'à 27... Mais l'Union européenne, elle a tous les moyens d'être une grande puissance, et elle est même, par beaucoup d'aspects, une bien plus grande puissance que la Russie, qu'on place dans cette espèce de dichotomie qui a suivi le discours de Carney dans le rang des grandes puissances. Donc il faut à la fois écouter avec intérêt ce qu'il propose, mais faire attention, c'est un Canadien qui parle en canadien, avec les problèmes qui sont ceux du Canada, notamment une proximité géographique avec les États-Unis. Nous, Européens, nous avons sans doute intérêt à saisir la balle au bon, saisir la main qu'il nous tend, mais
en faisant attention, bien sûr, au fait que le diagnostic qu'il dresse n'est pas exactement celui qui nous touche. Mais en même temps, ça a suffi pour piquer au vif, Frédéric Arnould, Donald Trump. Il a réagi aussitôt, menaçant à nouveau d'imposer des droits de douane de 100% au Canada. Oui, et parce que, soi-disant, c'est parce qu'il trouvait que, le Carney avait annoncé un accord avec la Chine sur certaines choses quand même assez limitées, en fait. On parle ici des voitures électriques, des barrières tarifaires en moins sur le canola canadien. Et là, il prenait ce prétexte-là pour dire, là, si jamais il signe ça, là, ça n'ira pas. Je pense que c'était plus impulsif de la part de Trump parce que, dans le fond, le discours, justement, de Carney a eu quand même un impact assez fort, alors que son espèce de trucs très décousus de Trump, là, pendant 1h30 devant des gens médusés à Davos, je pense que ça n'a pas du tout porté. Je pense que là, il y a une certaine jalousie, évidemment, il y a un esprit toujours très revanchard, Donald Trump, donc c'est un peu ça. Alors c'est sûr qu'il voit que ce qui se passe, il n'aime pas. C'est sûr que M. Carney a dit, vous savez, faire affaire avec la Chine, c'est pas l'idéal, mais dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix. Il faut faire des choses comme ça. C'est pas le monde tel qu'on le souhaite, mais c'est la réalité actuelle qui peut être brutale. Oui, mais en même temps, il a mis des mots, Carney, c'est-à-dire sur la main tendue à d'autres puissances. Vous disiez l'Europe est là, l'Europe a déjà fait beaucoup de choses, le Parlement a pris beaucoup d'initiatives, mais tout de même, voilà, il trace un chemin que peut-être on n'avait pas entendu jusque-là, non? Parce que c'est certain, l'alliance des puissances moyennes. Ursula von der Leyen, elle ne rate pas une occasion de rater une occasion. Ça devrait être, j'allais dire, l'impératrice d'Europe en ce moment. Elle devrait dire, c'est bien pour ça que le projet européen existe. C'est bien pour ces mauvais jours, ce mauvais temps. On ne l'entend pas parce qu'elle a un logiciel atlantiste qu'elle n'a pas complètement remis à jour, manifestement. Alors, elle est partie en Inde conclure un accord commercial et elle a raison. Et je me dépêche de dire qu'elle a raison. Parce que dans notre bien-aimé pays, on déteste le libre-échange. On déteste les accords de commerce par un espèce de réflexe pavlovien qui étonne à peu près la planète entière. Par exemple, l'accord que l'Union européenne avait signé avec le Canada, le CETA, on avait entendu des horreurs. Ça devait être la fin du monde, ce CETA. En réalité, non seulement ça se passe bien, mais il est très bénéfique à l'Union européenne, pardon de le dire, mais plus qu'au Canada. La portée est assez marginale pour nous. Voilà, on va dire ça poliment, mais c'est très joli. Je garderai la formule. De la diplomatie, là, autour de la table. Passer un accord avec l'Inde, et en plus un accord moderne et un accord intelligent, heureusement qu'elle le fait. On n'a pas entendu Ursula von der Leyen, il y a un autre silence à Davos que je retiens, c'est le silence britannique. Parce qu'ici, il y a un pays qui aujourd'hui se mord les doigts comme jamais d'être sorti de l'Union européenne, d'avoir brexité, c'est les Britanniques. C'était déjà une mauvaise idée, mais alors par gros temps, c'est une catastrophe. On va en reparler, mais on va se concentrer, puisque vous nous tendez ceci, sur l'accord signé entre l'Union européenne et l'Inde. Ils l'ont signé aujourd'hui même. Oui, ça faisait 20 ans que l'Inde et l'Union européenne essayaient d'accorder commercialement leur violon. Eh bien, c'est chose faite. Ursula von der Leyen, dont vous parliez, l'a même qualifié d'accord des accords, une zone donc de libre-échange qui pèse 2 milliards de personnes et qui représente tout de même un quart du PIB mondial. Mais cet accord, c'est avant tout la baisse drastique des droits de douane de part et d'autre des deux zones, alors même que l'Inde est plutôt connue pour être l'un des marchés les plus fermés au monde. Alors du côté de l'Union européenne, les droits de douane sur les voitures vont passer de 110 à 10%, ceux sur les vins et spiritueux de 150 à 20%, et ceux sur les pâtes et le chocolat vont totalement être supprimés. Les taxes, cette fois sur l'aéronautique, les machines-outils, les médicaments devraient elles aussi diminuer. Seuls les produits agricoles et laitiers ont volontairement été exclus de cet accord par les deux parties. Mais donc au total, l'Union européenne devrait économiser chaque année 4 milliards d'euros de taxes et montrer donc au reste du monde qu'elle reste un pôle attractif. Quant à l'Inde, elle va elle aussi bénéficier d'exonérations de taxes par l'Union européenne, notamment sur les pierres précieuses, le cuir et le textile. Florian Louis, est-ce que ce nouveau type d'alliance, ça peut, au même titre que le Mercosur, rebattre les cartes de l'ordre commercial mondial ? Si on se place simplement, effectivement, du point de vue du commerce, oui, de fait, ça rebat les cartes. Après, je n'irai pas justement jusqu'à parler d'alliance. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce que M. Carney a dénoncé, c'était quand même une hostilité, voire des menaces d'invasion territoriale, d'annexion territoriale du Groenland, voire du Canada, par les États-Unis. Là, ce dont on parle, c'est un accord commercial limité pour faire du libre-échange. On n'est pas dans le même registre. Il y a aussi un accord de défense et de sécurité. Alors, derrière. Cet aspect-là est en revanche plus intéressant, mais
là encore, on n'est pas dans une alliance. C'est-à-dire que si demain il y a une guerre entre le Canada et les États-Unis ou entre la France, enfin, l'Union européenne et les États-Unis, je doute que l'Inde vienne apporter quelque aide militaire que ce soit, et d'ailleurs vice-versa. Donc il faut aussi voir que quand on sort du domaine, évidemment l'Union européenne elle est très forte, et c'est très bien pour faire du commerce, pour faire du libre-échange, faire de l'économie, mais là où nous sommes justement faibles, là où nous avons un déficit de puissance, c'est dans le hard power, c'est dans la capacité à nouer des alliances militaires, à être crédible sur ce plan-là. Donc il ne faudrait pas se penser qu'on peut se contenter d'accords commerciaux pour contrebalancer la déliquescence de l'OTAN, qui n'est pas un accord commercial, mais un accord de sécurité. Et on pourrait même, c'est pas forcément mon avis, mais certains le disent, et donc je pense que c'est intéressant de le souligner, dire que ce qu'on voit là, c'est aussi peut-être, on pourrait craindre que finalement les Européens aient aussi une guerre de retard, c'est-à-dire qu'on voit un monde emmené par Trump notamment, qui est en train de rompre avec le libre-échange, et une Europe qui resterait finalement dans le monde d'avant, à continuer sur cette voie-là, qui serait, disent certains, peut-être celle d'hier et pas celle de demain. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se dit qu'on pourrait explorer quand même ces puissances. Quand on voit l'alliance qu'elle représente, ces puissances moyennes, c'est 51,8% de la population mondiale et 46% du PIB. Quand on voit ces chiffres, Nathalie Loison, c'est une évidence. Il faut y aller, oui. Alors, voilà. Et là, pour le coup, je vais me référer au discours de Mark Carney. Le Premier ministre canadien. Il met en garde contre la tentation de dresser des murs contre l'immigration de Trump, mais des murs aussi commerciaux. La tentation qui est celle des nationalistes en Europe de dire finalement le protectionnisme c'est formidable. Le protectionnisme c'est de l'inflation et de la pauvreté. Donc passer des accords de commerce, c'est pas passer de mode au motif que Trump n'a que le mot tariffs à la bouche. C'est intelligent de le faire et on voit bien que s'il veut demain s'il reparle de 100% de droits de douane sur les vins et les spiritueux parce que Emmanuel Macron l'aura à nouveau contrarié, on ouvre d'autres marchés avec l'Inde. Sur l'aspect partenariat de sécurité et de défense, parce que ça a été conclu en même temps aujourd'hui par Kaja Kallas à New Delhi. Alors l'Inde ne va pas devenir un allié de l'Europe, vous avez raison, tout simplement parce que l'Inde a toujours été non alignée. N'a jamais voulu être dans une alliance et a toujours été proche de la Russie. C'est un pari intelligent que fait l'Union européenne de dire la Russie, vous avez payé pour voir que, par exemple, vous recevez beaucoup moins d'équipements militaires de Russie parce qu'ils sont occupés ailleurs. Et d'ailleurs, la France exporte beaucoup plus vers l'Inde de matériel militaire. Aujourd'hui même, dans l'océan Indien, on a une opération navale de l'Union européenne qui lutte contre la piraterie et les trafics. Il y a des bateaux européens et il y a des bateaux indiens. Alors vous pointez du doigt un point important, c'est celui de la sécurité. Écoutez, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est proche de Donald Trump, et il ne le cache pas, qui a calmé les velléités de souveraineté des Européens avec des mots très fermes. Écoutez. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. Frédéric Arnould, voilà un obstacle de taille à ce que propose McCartney quand même. Tout de même, la dépendance militaire, économique, enfin bon, c'est pas rien tout de même. Mais non, c'est sûr que si jamais demain Donald Trump voulait envahir le Canada, je pense pas que ça durerait très très longtemps. On a quelques missiles à droite et à gauche, mais pas grand-chose. Donc c'est sûr qu'on est très dépendant. Mais je pense que dans le fond, tout ce brouhaha de Trump, ces délires un peu impérialistes, font qu'il y a quand même une prise de conscience importante, c'est qu'on commence à se réarmer, non seulement en Union européenne, mais au Canada aussi. Je veux dire, on commence finalement à se rendre compte, là, on pourra peut-être plus vraiment compter sur lui. C'est sûr que c'est encore une fois très marginal, c'est très négligeable, parce que, je veux dire, on est un nain politique et un nain aussi au niveau militaire, mais c'est pour ça que c'est très compliqué d'essayer de jouer. C'est un espèce de jeu d'équilibriste avec Trump. En même temps, Trump n'est pas éternel non plus. Oui, mais en même temps, mais toutes ces puissances moyennes ne nous ont pas attendues pour se coaliser ou pour exister. Enfin, quel est l'intérêt de la Turquie, des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, de tout d'un coup être dans une sorte de grand raout mondial contre les États-Unis? Enfin bon, ils ont déjà leur vie, leur propre vie, leurs propres alliances. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, les Européens n'ont pas attendu Mark Carney pour s'allier, pour faire une alliance de puissance moyenne qui s'appelle l'Union européenne. La Turquie que vous citiez, c'est un cas un peu à part puisqu'elle est dans l'OTAN. Et quant à Mark Rutte, il joue son rôle malgré tout. Je n'approuve pas ce qu'il dit, mais enfin, il est secrétaire général de l'OTAN. Il est un peu normal qu'il essaie de sauver ce qui peut l'être de la relation transatlantique. Non, vous trouvez qu'il a dépassé les bornes? J'étais dans la salle, il répondait à ma question. Il s'est totalement planté.
c'est plus le chef de l'OTAN qu'on voit là, c'est l'équipier du mois chez McDonald's. Il s'est humilié lui-même. Il n'a même pas été dans le sens de Trump. Trump dit aux Européens, prenez-vous en main pour votre sécurité. Et la phrase de Rutte, c'est vous y arriverez jamais. Oui. Non, c'était une énorme erreur qu'il a commise et qui a dressé beaucoup de gens contre l'OTAN, alors que si l'amitié transatlantique est au plus mal, l'OTAN en tant que structure, on en a besoin, parce qu'on ne va pas la réinventer demain. Frédéric Arnoux, tout à l'heure on parlait de dépendance militaire, mais nous en Europe on a aussi cette dépendance numérique, c'est-à-dire qu'on utilise des systèmes de visioconférence comme Teams et Zoom. Et hier, justement, il y a eu un sommet, le gouvernement français qui a organisé la rencontre de la souveraineté numérique pour proposer un outil européen. Est-ce que ça, déjà, c'est une forme de souveraineté nouvelle du point de vue de l'Europe ? Oui, mais encore une fois, je veux dire, on est tellement dépendant de toutes ces plateformes américaines, ce soit les Microsoft, les Suite Office, ce soit les Teams, ce soit les Zoom, etc. Les moyens de paiement, non ? Visa, Mastercard, American et Donald Trump pourrait toujours dire, bon, puisque c'est comme ça, on va bloquer tout le système, Visa, Mastercard, c'est terminé. Alors oui, ce sont des bonnes idées, mais c'est vraiment sur le long terme. Et encore là, c'est compliqué de faire changer les habitudes des gens qui, dans le fond, ont des facilités très claires avec ce qu'ils ont déjà comme outil. Un iPhone. Donc, un iPhone et tout le reste. Donc c'est sûr que pour eux, ça va être difficile de changer. C'est un début. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose vraiment de redistribuer les cartes ? Permettez-moi d'en douter. En tant que parlementaire européen, comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé d'alternative justement à Visa, Mastercard ? On a entendu Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq dire mais si du jour au lendemain on peut couper, les États-Unis peuvent couper nos moyens de paiement et on serait complètement démunis. Mais que n'a fait l'Europe jusque-là pour l'empêcher ? Ça fait 20 ans qu'on parle de quelque chose qui a un nom ennuyeux comme d'habitude, parce que c'est l'Europe, l'union des marchés de capitaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 27 marchés pour lever de l'épargne, pour investir. Quand vous voulez monter, mettons, une grande plateforme européenne ou un système de paiement européen, eh ben, vous n'avez pas de quoi lever les fonds suffisants, surtout qu'en face de vous, vous avez les États-Unis et puis vous avez la Chine. Parce que regardez, vous dites, on ne peut pas apporter quelque chose de nouveau quand il y a déjà des acteurs américains. Vous croyez que c'est ce que les Chinois se sont dit quand ils ont créé TikTok ? Il y avait déjà tout ce qu'il fallait, et puis il y a quelque chose de plus qui a marché. On reste sur cette conclusion à la fois ironique et qui nous fait un peu réfléchir, qui donne du grain à moudre. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudier et Marie Bonisseau. On évoque le grand ménage anticorruption au sein et même à la tête de l'armée chinoise. Et puis au Népal, un ancien rappeur se rêve futur Premier ministre. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est Melania. Ah bah oui, c'est le prénom de la femme de Donald Trump, ci-devant première dame donc des États-Unis, et célébrée dans un film coproduit par elle et réalisé par Brett Ratner, un gars accusé de harcèlement par 6 femmes et qui apparaît dans le dossier Jeffrey Epstein du beau monde, en somme, c'est entendu. Melania Trump se lance dans le cinéma. Un biopic sur Melania Trump. New film, Melania. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Melania, du grec ancien mélas, sombre, désigne, en référence au prénom de la première dame des États-Unis, le titre d'un documentaire qui sortira en salle dans le monde entier le 30 janvier. En dépit des déclarations de Monsieur Melania, selon lequel les billets sont très difficiles à obtenir, les analystes annoncent un bide. Pour prédire les recettes d'un film au box-office, Hollywood consulte les oracles numériques, qui exploitent des modèles statistiques gavés de data. Nombre d'écrans, enquêtes auprès du public, signaux des réseaux sociaux, marchés, statistiques ou prévente de billets. Pour Melania, les préventes, à 25 $ le billet, sont quasi nulles. Les premiers critiques à avoir visionné Melania ont évoqué un clip de campagne longue durée, alors que sur les réseaux, la bande-annonce a été comparée à une pub à gros budget pour un parfum. La plateforme de streaming d'un célèbre camelot, qui a lâché 40 millions de dollars pour produire le film, peut en espérer entre 1 et 9 millions de recettes. Melania était déjà le titre de l'autobiographie de Melania née Kraus, petite Slovène aux parents communistes, devenue mannequin de second rang, puis femme d'eux. Elle y avouait détester les sushis et adorer Elton John, mais ne pipait mot sur le rodéo sexuel de son mari avec une starlette du porno quelques mois après la naissance de son fils. Le film Melania, dont des affiches ont été vandalisées, annonce des images exclusives de réunions cruciales et de conversations privées, mais se concentre sur son rôle administratif avant l'investiture présidentielle. Melania prépare sa robe, Melania fait des photos, Melania montre ses gardes du corps. Il y a clairement Trump prise sur la marchandise. Sans commentaire.
Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, vous revoilà pour vos chroniques. Alors, on part loin du Melania Land. En Chine, Charles Xavier, 2 généraux gradés, dont l'un était le bras droit et l'ami d'enfance de Xi Jinping, ont été limogés brutalement dans ce qui ressemble à une purge, un truc anticorruption. Et vous nous conduisez, évidemment, en Chine, mais il y a un certain temps. Oui, en 484 avant Jésus-Christ, Élisabeth, quand le général Wo Tzu-Chu perd la confiance de son souverain qui lui demande tout simplement de se suicider. Vous savez, on est à un moment de l'histoire de la Chine qui s'appelle la période des printemps et automnes. Vous avez plusieurs royaumes qui s'opposent, notamment le royaume de Hu. Alors là, on est à l'embouchure du fleuve Yangtze-Kiang et son voisin au sud, le royaume de Wei. Ces deux-là, ils s'opposent. Alors, ce général-là fait partie, vous savez, ces sages qui passent d'un royaume à l'autre et il se met au service de Wu. Il devient conseiller du roi, proche conseiller pour les affaires militaires, pas seulement, aussi pour la politique, et il est chargé d'embellir la très belle ville de Suzhou, c'est la capitale du royaume. Il en fait une véritable merveille. C'est une stratégie de sa part aussi, Ah oui, Xavier ? ça, parce qu'il sait très très bien, cet homme-là, connaître les choses politiques, administratives et aussi l'art de mener les combats, l'art de la guerre. Et c'est pas étonnant qu'il ait petit pote avec un homme dont le nom est arrivé jusqu'à nous, une véritable star, Sun Tzu, c'est-à-dire l'auteur de l'art de la guerre, une référence, un classique. Sauf que voilà, les rois meurent. Et celui qui a recruté Wo Tzu-Chu meurt et son successeur n'aime pas du tout ce vieillard. Ça l'agace parce qu'il donne des conseils sans arrêt, des mises en garde. Et la mise en garde, c'est de dire méfiez-vous du royaume de Wei, le voisin, il va nous attaquer, préparez-vous. Le roi ne veut pas du tout l'entendre, il supporte pas la contradiction, il n'y en a pas besoin, il supporte tellement pas et ça l'agace tellement qu'il demande à son général de se suicider. Wo Tzu-Chu est obéissant, c'est un militaire, il accepte de se suicider, mais il demande une chose avant. Il dit, je vais me suicider, mais je veux que l'on m'arrache les yeux, qu'il soit accroché aux murailles de la ville, de façon à ce que je vois la défaite que j'ai prédit. Ça ne manque pas, le royaume de Wei attaque, le royaume de Wu est détruit, et dès lors, cet homme obtient une notoriété incroyable à travers les siècles, c'est-à-dire qu'il n'est pas oublié en Chine, il est divinisé même, et ce qui est fascinant, c'est que, et cette fois-ci de manière mondiale, il obtient une nouvelle notoriété très récemment, parce qu'en 1983, des fouilles archéologiques découvrent des écrits, un livre de cet homme, Wo Tzu-Chu, qui est un traité militaire antérieur à l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est-à-dire que c'est lui qui a inspiré l'art de la guerre. Donc vous voyez, c'est ça un stratège, c'est savoir attendre. Il a perdu une bataille il y a longtemps contre la mémoire, mais il a gagné la guerre contre l'oubli. Magnifique, quel personnage. Merci Xavier Mauduit. Alors Marie, on va un tout petit peu plus à l'ouest, on va au Népal et vous posez une question. Et si un rappeur, enfin un ancien rappeur, enfin on ne sait pas, devenait Premier ministre. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'espère la Gen Z. Exactement. Qui s'était fait entendre il y a quelques semaines. Exactement, je veux vous rappeler le contexte. Du coup, les Népalais et les Népalaises vont voter le 5 mars prochain. Un scrutin qui est très attendu et qui est tendu parce qu'il va s'agir d'élire un nouveau Parlement qui va désigner un nouveau gouvernement après le soulèvement éclair des étudiants qui s'auto-définissent comme la Gen Z et qui avaient manifesté, peut-être que vous en rappelez, c'était en septembre dernier. Au début, c'était pacifique. Ils manifestaient contre la corruption qui gangrène la démocratie népalaise. En gros, il y a 2 partis qui se partagent les postes. Et où, quand on est jeune, l'espoir de trouver un boulot est à peu près égal à 0. Il y a chaque jour 2500 Népalais qui s'exilent, souvent vers les pays du Golfe. Avec une exception, si vous êtes enfant de ministre, là, la vie est plutôt belle, l'avenir vous sourit. Ces Nepo Kids étaient d'ailleurs devenus le symbole des inégalités dans le pays. En 48 heures, ce mouvement de révolte, après avoir essuyé les balles réelles de la police totalement débordée, avait incendié des dizaines et des dizaines de bâtiments officiels à Katmandou. Le Premier ministre avait immédiatement démissionné. Et celle qui est chargée de faire l'intérim, qui s'appelle Sushila Karki, donc c'est elle qui organise les élections en mars prochain, eh bien elle avait été désignée via un forum sur Internet par cette Gen Z. C'est vous dire le poids des jeunes Népalaises et Népalais dans ces prochaines élections. Il y en a 1 million qui se sont inscrits là récemment sur les listes électorales dans un pays de 30 millions d'habitants. C'est énorme. Alors qui pour plaire à ces nouveaux électeurs qui n'ont pas fait émerger de leaders clairs et incontestés pendant leur manif? Eh bien justement, le maire de Katmandou, vous le disiez, Balendra Shah, aimerait bien réussir à avoir les voix de cette Gen Z. C'est un maire atypique dont la correspondante du Monde a dressé récemment le portrait. Il a seulement 35 ans, donc il est jeune.
Et il a gagné la mairie de Katmandou par surprise en 2022. C'était un outsider total. Il s'est présenté en candidat indépendant, sans parti. Déjà à l'époque, il promettait de lutter contre la corruption. Et les jeunes urbains l'ont cru. Parce que c'était dans ses textes. Baleine, comme tout le monde l'appelle, était rappeur dans sa vingtaine. देशको रक्षा गर्ने जति सबै चुतिया छन् नेता जति सबै चोर देश लुटी खाछन् आमाको साडीमा कटु सोची मुतिरा छन् खाने बेला एक गर्ने बेला फुटिरा छन् Et rappeur engagé, je sens que vous avez bien aimé. Alors aujourd'hui, pour bien montrer comme il est déterminé à être élu député, puis qui sait à être Premier ministre, il se présente dans la même circonscription que le vieux Premier ministre qui est tombé justement en septembre et qui est honni par les jeunes. Des élections, donc vous l'avez compris, qui vont être passionnantes et déterminantes. Le Katmandou Post résume très bien l'enjeu. On verra, écrivent-ils, si l'esprit du mouvement de la génération Z peut être institutionnalisé avec succès. À suivre, Katmandou et doux à la fois. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05, bien sûr. Tchuss.